Bonjour, départemental 2021. Aujourd'hui, je reçois la liste Les Landes, ma vraie nature. Bonjour, Madame Langlois Myriam. Bonjour. Et Monsieur Benoît de Valicourt. Bonjour Monsieur Ponsignon. Alors, vous vous présentez sur le canton Marensin-Sud. Qu'est-ce qui a motivé votre inscription? On avait une envie commune, c'était celle de partager la continuité finalement de nos engagements réciproques dans les municipalités dans lesquelles nous sommes élus. Myriam à Sortso-Segor avec Christophe Vigneault et moi à Molietz alors que j'avais conduit la liste Molietz ma vraie nature. Et il nous semblait logique de continuer ce primo-engagement finalement, puisque nous sommes de jeunes élus, ça se voit d'ailleurs que nous sommes très jeunes, de jeunes élus, et nous avions envie de poursuivre parce que l'échelle départementale, et donc l'échelle de notre canton, est nécessaire au développement de nos territoires. Voilà, parce que là, les départementales, c'est la continuité mairie, interco, département. Absolument. Donc pour vous, c'était important de vous engager pour pouvoir continuer cette action. Absolument. Dans les aidants familiaux, dans le logement social et également dans le tourisme. Vos choix, c'est un peu votre parcours puisque vous êtes landaise de oui, naissance. Oui, landaise de naissance, pouillonnaise et surtout je vis à Osgore depuis 40 ans à peu près. Vous avez été assureur. Assureur pendant 20 ans, plus de 20 ans, manager, et également j'ai donné des cours de maths, formation pour adultes, enfants, de maths et de physique. Voilà. Monsieur de Valicourt, vous êtes conseiller en communication et professeur aussi. Et oui, personne n'est parfait. Donc je suis conseiller en com depuis maintenant des années, puisque auparavant j'ai été directeur de la communication d'une maison française du luxe. Et après, j'ai choisi de me reconvertir. J'avais commencé la communication, le conseil en communication politique, mais je me suis dit qu'il valait mieux en faire plutôt que de conseiller. Donc c'est pour ça que je me suis engagé à participer à quelques élections. Et j'ai la chance d'enseigner en école de commerce et j'enseigne l'histoire contemporaine. D'accord. Donc, histoire contemporaine, c'est aussi un peu la politique, puisqu'on est dans un monde qui bouge en permanence. On sort du Covid-19, de la pandémie. Demain, d'être élu, ça ne va pas être compliqué. Vous n'avez pas un peu peur de ce qui peut vous arriver? Je ne sais pas si on doit avoir peur. D'abord parce que la peur n'exclut pas le danger. Et il faut qu'on accepte de vivre avec ce que notre monde en mutation provoque. Donc il y aura sans doute de grands enjeux, mais nous sommes en tant que citoyens préparés à assumer ces enjeux. Et puis parce que nous avons cette fibre politique, mais je dis politique au sens véritable, c'est-à-dire de la vie de la cité, il nous semble important d'aborder ces changements avec pragmatisme. Alors, dans le cadre justement de tous ces changements, le Covid en aura causé énormément. Et au niveau des aides, il va être important, vous avez dit, les aides familiaux. Oui. Comment vous voyez leur intervention? Comment vous voulez faire évoluer Mais déjà, pour nos aînés, il y a vraiment une demande de rester chez soi, de vieillir chez soi. Donc, et en plus, le manque de place dans les EHPAD se fait criant. Donc, nous avons pensé aux personnes également en situation de handicap. Et toutes ces personnes-là, eh bien, on va essayer de donner une aide à tous ces aidants qui ont besoin de statut, qui ont besoin d'avoir un statut officiel, hein, d'aidant familial. Oui, parce que dans l'aidant familial, ce n'est pas les personnes âgées, les handicapés, c'est les gens qui vont travailler chez eux. Absolument, il leur faut un statut reconnu, ça c'est sûr. Et oui, là, on va s'engager là-dessus. C'est effectivement ceux qui viennent aider, mais c'est aussi parfois ceux de la famille qui vont consacrer du temps à ces personnes. Et il nous a paru absolument indispensable de donner un statut reconnu, ce qui va entraîner naturellement de la formation, ce qui va entraîner aussi une rémunération partielle. C'est ça, donner un statut aux aidants. C'est-à-dire que ces personnes qui se dévouent, aujourd'hui le font parce qu'il y a des manques criants dans nos établissements
Et donc, il faut que ces personnes puissent dégager du temps de formation parce que c'est aussi un métier. Et il faut aussi que ces personnes soient rémunérées pour le travail qu'elles font en lieu et place d'autres qui malheureusement ne peuvent pas le faire par manque de moyens publics. Alors, je vais rebondir sur un autre argument que vous voulez mettre en avant, qui est le mot solidarité. Ça vient dans ce cadre-là, il y a une continuité. Quelles sont les autres actions? La solidarité, vous le savez, le conseil départemental, il a une mission sociale particulière. Et ce, depuis la loi NOTRe, les compétences ont été réparties entre les départements et les régions. Pour les départements, il reste cette compétence sociale qui est extrêmement importante. Et dans cette compétence sociale, il y a ce qu'on appelle le RSA, le revenu de solidarité active. Et il nous paraît aujourd'hui, dans cet état d'esprit de la solidarité, que nous devons redonner à ces bénéficiaires du RSA une place particulière dans notre société parce qu'il y a certes des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et l'idée que nous défendons, c'est un contrat d'engagement réciproque qui doit permettre à ces bénéficiaires du RSA, en échange de 7 heures de travail par semaine offertes, entre guillemets, à la collectivité sous le principe de travail d'intérêt général, d'avoir une mission en lien avec leur capacité, leur formation, pour les aider à remettre le pied à l'étrier rapidement. C'est ça le contrat d'engagement réciproque que nous souhaitons porter au niveau du département. Alors, au niveau du département, en restant dans la même philosophie, on va parler logements sociaux parce que c'est quelque chose qui est très important pour vous et c'est la continuité aussi de tout ce travail qui peut être fait auprès des gens. Mais il faut donner en fait les moyens de rénovation thermique à tous ces logements sociaux, parce qu'il y en a pas mal qui sont quand même un peu passoires énergétiques, et également essayer de faire leur proposer un parcours d'accès à la propriété. C'est-à-dire avec, justement, pour ne pas que les loyers modérés restent à vie pour les mêmes personnes. Il faut partager ces loyers, c'est-à-dire à un moment donné, quand il y a des personnes qui ont envie et la possibilité d'acquérir un appartement ou une maison, une habitation, eh bien, leur donner la possibilité au moins d'étudier et de le faire. Voilà. D'accord. Ce qui permettrait de se désengager d'un certain nombre de biens, parce qu'ils seraient vendus, et donc de pouvoir investir d'autres nouveaux logements sociaux, parce que nous savons que nous avons une population qui est de plus en plus en difficulté pour se loger, notamment sur notre territoire du Maron-Saint-Sud, parce que nous connaissons aujourd'hui la flambée des prix. Nous avons observé, alors certes depuis le Covid ça a absolument explosé, mais depuis des années, parce que notre territoire est extrêmement attractif, eh bien on a des populations qui malheureusement ne peuvent plus se loger sur la côte par exemple, qui sont obligées d'aller de plus en plus loin, et donc il faut que nous trouvions les moyens avec ces logements sociaux que nous avons dans chacune des communes, vous le savez, nous avons des obligations légales dans les communes d'avoir ces logements, eh bien de favoriser l'accès à la propriété pour ceux qui en bénéficient déjà. Alors, comme vous le dites, on est très attractif, on arrive au niveau du tourisme, vous êtes sur Sorts-Horsegor, directement concerné, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, TikTok vous a fait une publicité fabuleuse, mais comment justement on va travailler au niveau départemental le tourisme? La notion de loger dans de bonnes conditions les saisonniers, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent, et où vont-ils alors qu'on sait très bien que Sorts-Horsegor, les loyers ne sont pas attractifs pour ces personnes-là. Donc on va faire vraiment une priorité au tourisme par rapport à ça. Oui, parce que le tourisme, c'est quand même énormément de monde. Et comme vous dites, les loyers ne sont pas du tout adaptés aux saisonniers. Hein. Les loyers ne sont pas... et alors, comment on pourrait faire que ces saisonniers, veuillez m'excuser, puissent justement, parce que quelles sont les solutions? Nous avons déjà, moi je l'avais porté quand j'étais candidat à la mairie de Molietz, nous avions prévu d'organiser et d'aménager des espaces dans lesquels il y aurait d'une part un logement du style développement, dans le respect du développement durable, donc des structures collectives d'accueil. On pourrait appeler ça, si vous voulez, une forme d'auberge de jeunesse saisonnière.
Ça peut être cette idée-là. Et puis, et à côté, des espaces aussi où des saisonniers qui ont déjà leur propre logement, du style comment on appelle ça, des camions aménagés dans lesquels ils peuvent se loger, et bien d'avoir un endroit pour stationner. Parce qu'aujourd'hui, la problématique de ces gens, c'est qu'ils viennent faire la saison, les campings les refusent, il n'y a pas d'espace public pour les accueillir, ou s'il y a des espaces publics pour les accueillir, c'est-à-dire des aires de stationnement des camping-cars, c'est sans douche et sans sanitaire. Donc ce n'est pas des conditions. Et on ne peut pas aujourd'hui imaginer une bonne saison sans saisonniers. C'est impossible. Alors pareil, les saisonniers, comme tout le monde, c'est le numérique. Aujourd'hui, on a un territoire numérique. Pour vous, il faut aller plus loin. Bien, vous savez que dans 2022, je crois, à peu près toutes les déclarations que nous ferons d'ordre administratif seront des déclarations en ligne. Et pour autant, nous savons que 40% de la population aujourd'hui, alors certes c'est un chiffre national, 40% de la population a des difficultés pour déposer des documents en ligne. Il y a une véritable exclusion d'un certain nombre de nos concitoyens. Et donc, nous proposons un véritable programme d'inclusion numérique en s'appuyant sur le réseau de nos médiathèques. Nos médiathèques aujourd'hui sont certaines extraordinaires et d'autres un peu plus fragilisées. Tout simplement parce que on ne consomme plus le livre de la même façon qu'il y a 20 ans, quand on a vu l'éclosion des médiathèques sur tout le territoire. Aujourd'hui, les livres, d'abord c'est un peu différent dans la lecture, on a nos tablettes, etc. Mais nos médiathèques peuvent devenir des véritables lieux, soit de formation, soit de soutien aux personnes qui ne savent pas encore parfaitement maîtriser l'outil informatique. Alors, on va continuer un peu le tour de ce que vous voulez faire si vous êtes élu. On va parler culture, identité landaise, puisque vous êtes landaise de souche. Ah oui, oui, oui. Ça, vous y tenez, on est landais, on le reste. Tout à fait, on le reste. Comment on défend nos cultures? Bien, dans la défense, c'est déjà les vaches landaises, hein, on va commencer par là, les fêtes, qu'est-ce qu'il y a encore, les réunions évidemment familiales, parce que les Landais c'est comme ça, hein. Le sport à travers le rugby bien sûr, il y a pas mal d'activités. Il y a, effectivement, c'est tout comment dire, cet esprit landais qui fait qu'on aime être ici. Il y a, par rapport à nos traditions, je reviens sur la question des vaches landaises. Alors vous avez suivi naturellement toute l'élection dernièrement de la fédération de la course landaise, la Fédération nationale de la course landaise. Il y a parfois une incompréhension sur notre culture. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous expliquent que ce n'est pas bien de faire une course landaise parce que la vache est mise en difficulté. Non, la course landaise n'a jamais été quelque chose de nuisible pour l'animal. Nous respectons les animaux. Les conditions d'élevage dans les ganaderias, etc. sont extrêmement respectueuses de l'animal et ça fait partie de notre culture, de notre identité. De la même façon, la chasse fait partie de notre identité. Aujourd'hui, nous devons absolument expliquer à tous ceux qui viennent dans notre territoire que sans la chasse, nous ne pourrions plus demain aller se promener dans nos forêts. La chasse est au cœur de la biodiversité. Et nous nous engageons pour justement aider à cette régulation de la faune. Vous avez vu les ravages des sangliers. On ne peut pas accéder, on ne peut pas circuler sur une route sans voir les bas-côtés complètement ravagés. Alors je ne vous dis pas ce que ça donne dans les golfs et dans les propriétés. Donc on doit absolument faire un travail d'éducation, d'explication en disant que non, nos traditions ne sont pas nuisibles. Nos traditions, au contraire, respectent parfaitement notre environnement. Et d'ailleurs, nous nous engageons à offrir le permis de chasse à tous les jeunes landais de moins de 30 ans qui veulent participer à défendre nos traditions. Alors, le dernier point qu'on va aborder, c'est aussi l'attractivité, parce que dans tout ce que vous dites, nos traditions, c'est du budget, c'est de l'économie, ça fait venir du monde, donc c'est du tourisme. On a quand même une attractivité dans les Landes très importante. Comment arriver à trouver cet équilibre entre l'attractivité, les traditions, et puis comment faire de l'emploi, parce qu'au cœur de tout, c'est quand même l'emploi.
Myriam et moi, qui avons eu la chance de voyager beaucoup dans notre vie professionnelle, on s'est rendu compte que dans le monde, il y a des territoires qui sont comme ça, des espèces de triangles des Bermudes, si vous voulez. Ça attire, les gens arrivent. Bon, les Landes, c'est ça. C'est vrai que l'attraction landaise est une attraction plus récente par rapport à la Côte d'Azur, mais simplement, nous ne voulons pas que ça devienne la Côte d'Azur. Nous voulons conserver cet environnement privilégié que nous avons. Mais nous savons aussi qu'il faut développer l'emploi. Le conseil départemental des Landes, sous la présidence de Xavier Fortinon, a mis en place une marque, la marque Landes, qui s'appelle Landes Terre des Possibles. Et d'ailleurs, je salue beaucoup cette initiative, parce qu'en 2015, lorsque nous étions déjà candidats aux élections départementales, c'est notre groupe qui avions porté cette idée de créer une marque territoriale. Donc Fortinon l'a reprise et je m'en félicite. Simplement, il faut que nous allions plus loin. C'est-à-dire qu'une marque, c'est formidable, mais il faut que cette marque soit accompagnée d'une agence d'attractivité économique pour que des entreprises viennent s'installer, notamment en travaillant sur des domaines nouveaux, comme le traitement des déchets. C'est quelque chose, regardez nos océans, ce qui le rejettent chaque année. Eh bien, là, il y a une véritable possibilité de créer de l'emploi et d'être imaginatif. Nous devons soutenir des secteurs d'activité. Je pense naturellement aussi à la forêt. Est-ce que notre forêt aujourd'hui ne doit être utilisée uniquement pour l'abattage de pins qui vont servir à la fabrication de papier? Non. Aujourd'hui, nous avons des exemples comme le département des Vosges où le bois est devenu un outil indispensable à la vie des citoyens. Je me souviens avoir écrit un texte il y a quelque temps où j'expliquais que le pin des Landes, il est nourricier, il était nourricier pour les gémeurs, il doit être aussi nourricier aujourd'hui pour nous, citoyens engagés, respectueux du développement durable, parce que nous préférons sans doute demain aller à la plage avec des boules de pétanque en pin des Landes plutôt que des boules de pétanque en plastique fabriquées en Chine. Alors, on a fait un peu le tour de tout votre programme. Au niveau du canton, est-ce qu'il y a une action qui vous tient à cœur? Myriam, je crois quand même que tu as envie de défendre l'idée d'un patrimoine respecté. Oui, absolument. Donc, expliquez-nous. Un patrimoine respecté, ça veut dire qu'on a plein de richesses dans ce département et vous trouvez on s'en occupe pas bien? Je ne sais pas par où commencer là. Peut-être déjà l'architecture. Voilà, il y a déjà à Sorts-Sosgor, nous faisons très attention à l'urbanisme, les maisons en construction, les rénovations, on a beaucoup de soucis avec ça c'est vrai, parce qu'à un moment donné, si on ne respecte pas ça, la ville disparaîtra, à un moment donné on se réveillera et il y aura plus, on ne reconnaîtra plus rien. Il faut vraiment arriver à continuer dans cette tradition de maison, tout en modernisant. Je ne suis pas contre la modernité. C'est simplement garder les traits qui font que nous sommes dans les Landes. Qu'on ne puisse pas faire tout et n'importe quoi. Non, on ne peut pas. Ça, aujourd'hui, on est dans une limite. Il faut vraiment faire attention. On doit être très vigilant là-dessus. Alors, on arrive à la fin de cette interview, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir dans cette campagne sur notre plateau. Merci. Merci à vous. Je vais vous poser la même question que je pose à tout le monde, Monsieur de Valicourt, Myriam Langlois. Le vin, alors avant même que je vous pose la question, on va peut-être parler d'un problème qu'on oublie un peu trop dans ces campagnes, c'est l'abstention. On sait qu'il va y avoir de l'abstention parce que les gens ont de plus en plus de mal à aller voter. Comment les convaincre et leur dire « allez voter » ? Comment les convaincre? Je crois que la question de l'abstention, elle est au cœur de nos élections, mais ce n'est pas uniquement l'élection départementale, ce sera aussi le cas pour l'élection régionale. Ça a été le cas pour l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, ça a été aussi le cas pour les élections municipales dans certaines de nos communes. Alors bien sûr, on peut expliquer que le Covid est responsable de tout, mais non, ça suffit. Souvenez-vous, en 2008, quand il y avait eu la crise des subprimes, c'était forcément tout allait mal à cause de la crise des subprimes. Non, on peut toujours trouver des boucs émissaires, mais il faut arrêter. La seule chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, si les gens s'abstiennent, c'est parce qu'ils ne croient pas en notre discours. Ils ne sont pas convaincus
par la sincérité de nos engagements. Ils en ont assez de voir des batailles d'appareils politiques ou des batailles de personnes parce que, soi-disant, nous avons des égos surdimensionnés. C'est ce qu'on nous reproche à longueur de journée. Eh bien, je crois que là, il faut aussi être complètement lucide. D'abord, s'engager en politique, c'est déjà accepter l'idée d'être critiqué. Et je crois qu'il faut que les électeurs soient aussi respectueux vis-à-vis de ceux qui s'engagent, parce que si on le fait, c'est peut-être parce que d'autres ne l'ont pas fait. Et c'est nécessaire à la démocratie. Alors bien sûr, on peut nous critiquer, on l'accepte, c'est bien volontiers le jeu, mais on accepte aussi de servir nos compatriotes. Donc pour ça, je crois que nous devons être respectés et je crois que les électeurs doivent le comprendre et le comprennent très très bien si on prend la peine de discuter avec eux. La deuxième chose, c'est que les électeurs ne peuvent pas continuer à dire ça ne va pas, ne peuvent pas continuer à dire je ne veux pas, ne peuvent pas continuer à dire que ça ne leur plaît pas, qu'ils ne nous font pas confiance s'ils ne votent pas pour nous. Il y a quelque chose qui est fantastique dans la démocratie, c'est la sanction électorale. Eh bien, puisque vous n'êtes pas content de ce qui se passe, servez-vous de votre bulletin de vote pour le dire, servez-vous de votre bulletin de vote, mais surtout, servez-vous-en pour dire « je partage votre projet » et au contraire, d'utiliser son bulletin de vote pour dire « je ne vote pas pour quelqu'un ». Non, il faut voter pour ses idées, il faut voter pour des personnes comme Myriam et moi, parce que nous avons quoi? Nous avons juste une envie, nous avons un côté tout à fait sympathique, nous sommes charmants et drôles en plus. Nous sommes le plus beau binôme de cette campagne électorale. Soyons très honnêtes. Oui. Et donc, nous n'avons qu'une envie, c'est de partager ce bonheur avec nos électeurs. Alors, je ne sais plus si je peux poser ma dernière question maintenant, Attention. Qui était de dire, donc le 20, vous m'avez convaincu, je vais aller voter. Hein. Pourquoi prendre votre bulletin plutôt qu'un autre? Vous êtes gentil, adorable, vous l'avez dit, d'accord. Maintenant, quels sont les arguments plus concrets qui pourraient me permettre d'avoir envie de voter pour vous? On suit les Landes. On est Landais. Fiers de l'être. Et fiers de l'être. Fiers de l'être. Vraiment. Et on attend une participation en tant que Landais. C'est très important, le département. Ça nous permet, dans chaque commune, d'avoir un pouvoir de décision, un pouvoir de projection sur l'avenir. On est tous imbibés de ça. Hein. C'est vraiment important que chaque personne réalise on doit venir voter, et tant qu'à faire venir voter pour nous, puisque nous, on est complètement dans l'écolo, dans l'économie, dans les traditions, dans le respect. C'est-à-dire qu'on a l'avantage de ne pas être, des ayatollahs de quoi que ce soit. Nous sommes surtout la synthèse de ce que sont les Landes aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Nous sommes la synthèse des Landes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes en même temps des gens qui avons découvert le monde, qui se sont inspirés du monde. Nous sommes fiers de notre attachement. Nous avons travaillé dans un certain nombre d'entreprises et nous avons bien conscience que les Landes ne sont pas un territoire uniquement de retraités, c'est aussi un territoire d'avenir et puis c'est un territoire à préserver. J'entends certains qui disent que les Landes sont devenues la nouvelle Californie, c'est formidable, mais préservons cela parce que c'est trop dangereux de voir une grande motte s'installer à 2 pas de l'océan. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Je vous souhaite bonne continuation dans cette campagne et je vous dis à bientôt. Au revoir.